Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by Iscode, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'Iscode qui donne la parole à ceux qui façonnent l'entreprise de demain. Aujourd'hui, on va parler d'un métier en pleine transformation, celui de contrôleur de gestion. Longtemps perçu comme un profil très chiffre, souvent cantonné au tableau Excel, le contrôleur de gestion est désormais un acteur clé de la stratégie d'entreprise. Pilotage de la performance, analyse des données, accompagnement des directions opérationnelles, posture conseil, le métier a clairement changé de visage. Et pour en parler, on accueille Guénaël, expert du métier et formateur. Il va nous aider à mieux comprendre l'évolution du rôle, les compétences à mobiliser aujourd'hui et les qualités humaines qui font la différence. Bonjour Guénaël. Bonjour. Guénaël, concrètement aujourd'hui, quelles sont les missions principales d'un contrôleur de gestion moderne ? Alors concrètement, on va quand même garder une grosse partie de ce qui se fait historiquement. On a 3 grosses notions en tant que contrôleur de gestion qui sont là et qui ne disparaîtront sans doute jamais. Donc on va avoir le budget, le closing et le reporting. Le but, c'est clairement d'anticiper nos dépenses et nos revenus futurs et de les suivre tout au long de l'année pour être sûr qu'on pilote bien notre performance pour la société. Je pense que je vais beaucoup répéter ce mot pendant tout le long du podcast, mais bon, on le comptera à la fin. Ensuite, on va avoir toute une notion liée au process, à l'amélioration des process. Aujourd'hui, on est vraiment un conseiller pour améliorer les process, notamment financiers. Parce qu'évidemment, en tant que contrôleur de gestion, on va être très axé sur la finance. Comme on parle de budget et de reporting, c'est très axé sur notre P&L. Pas uniquement, puisqu'on peut aussi intervenir sur les process opérationnels. Évidemment, en tant que consultant et en tant que proposeur de solutions. Il faut savoir le faire avec intelligence. On ne va pas tout casser pour tout changer avec nos gros sabots, mais vraiment venir humblement essayer d'aider nos collègues. D'accord. Et enfin, on va avoir l'accès pilotage stratégique. Le but, c'est de faire parler les chiffres pour influencer ou en tout cas aider à la prise de décision stratégique pour la direction. D'accord, très bien. Est-ce que tous les contrôleurs de gestion font la même chose ou alors c'est selon les secteurs, les tailles d'entreprise ? Est-ce qu'on peut parler de spécialisation par métier ou par domaine, style RH, commerce, industrie, etc. Alors, concrètement, d'après mon expérience, je dirais qu'il n'y a aucun contrôleur de gestion qui fait la même chose que ses confrères. D'accord. Même au sein de la même société. Ouais. Ce métier, il est vraiment dépendant de certains facteurs. Alors, le premier, ça va être son périmètre. C'est-à-dire que s'il est sur un scope en particulier, évidemment, il ne va pas faire la même chose que celui qui va être sur un autre scope. Okay. Si on est en charge des ventes et d'un service commercial, on ne va pas faire la même chose qu'un contrôleur de gestion qui est au service production. Okay. Donc évidemment, le scope est très important, le périmètre est très important. On va avoir aussi un élément important, la volonté stratégique des dirigeants. C'est-à-dire que s'ils sont très axés sur la réduction des coûts, voire le cost killing, évidemment, ça ne va pas être la même chose qu'être axé purement sur la performance commerciale. D'accord. Globalement, si on a un contrôleur de gestion un peu unique dans une société, on va toucher à tout. On va toucher aux ventes, aux coûts. Par contre, si on est spécialisé, on va forcément se concentrer sur une partie en particulier. Ok, sur le domaine qui a été attribué à la personne. Okay, exactement. Et évidemment, chaque contrôleur de gestion est différent de par sa personnalité en lui-même et ce qu'il aime faire et ce qu'il n'aime pas faire. Donc, comme c'est un métier qui est très adaptable en fonction de la personne, chacun va amener ce qu'il sait faire. Et donc, forcément, fera différemment des personnes qui sont à côté de lui. D'accord, ok. En revanche, ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a tous le même objectif et tous les mêmes activités, enfin une grosse partie de la même activité qui va être donc le prévisionnel, l'aspect budgétaire, et le suivi de ce prévisionnel, le reporting, comme on l'a évoqué précédemment. D'accord. Et ça, c'est un tronc commun qu'on est obligé de garder. L'objectif de tout le monde reste le même, c'est la façon de faire qui change. Exactement. D'accord. Maintenant, on va aborder un petit peu l'évolution du métier. Selon toi, comment a évolué le rôle du contrôleur de gestion ces dernières années ? Qu'est-ce qui a changé dans le fond et surtout dans la forme ? Alors, je dirais que ce qui a le plus changé, à mon avis, c'est la vision extérieure de ce métier. Évidemment, un certain nombre de personnes ne savent toujours pas ce qu'est un contrôleur de gestion. Et ça n'est pas grave. Honnêtement, tout le monde peut vivre avec et il n'y a aucun problème là-dessus.
Par contre, ceux qui étaient sensibilisés à cette notion avant ont bien vu l'évolution qui a pu se passer. On est passé d'un analyste isolé dans un bureau Ouais. à vraiment un accompagnateur de la performance et un optimisateur. Ok. Donc forcément, la perception à la fois des opérationnels et de la direction a changé. Pourquoi des opérationnels ? Parce que le lien opérationnel a changé. On a vraiment une nécessité maintenant en tant que contrôleur de gestion d'être tourné vers les collaborateurs terrain Mhm. pour bien comprendre ce qu'ils font, comment ils le font et comment ils peuvent nous apporter tout un tas d'informations pour nous aider à comprendre comment on arrive à nos résultats D'accord. financiers, mais pas que. Ok, ouais. Les sujets de discussion ont pas mal évolué. En tout cas, la vision a, je pense, pas mal évolué. Avant, c'était très axé sur une mentalité de rentabilité pure, Ok. très court-termiste. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on passe vers une mentalité de performance, donc D'accord. un peu plus long terme. Ok. Donc voilà, les sujets de discussion ont quand même pas mal évolué. Oui, effectivement. Et juste un dernier élément, excuse-moi. Ouais, pas de souci. Les outils, les outils techniques ont quand même bien changé. Je pense qu'on est tous passés de Excel à tout un tas de nouveaux outils. On aura peut-être l'occasion de l'aborder par la suite. Eh ben, Mais justement. je fais des bonnes transitions, je crois. Non Exactement, la transition est parfaite. Voilà, en parlant d'outils, d'évolution, etc., on entend de plus en plus parler de digitalisation, d'automatisation et de data visualization. Ces transformations, j'imagine, elles ont un petit peu déplacé le métier vers d'autres enjeux que le simple contrôleur budgétaire. Est-ce que tu dirais que le métier s'est rapproché de la stratégie ou des métiers opérationnels et pourquoi ? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'étoffer un peu mon propos avant de répondre vraiment à ta question. Je pense que le but de toutes ces transformations, c'était d'accélérer les tâches chronophages pour pouvoir se concentrer vraiment et pleinement à l'analyse de données. Mhm. Les enjeux principaux se sont transformés de cette manière. Aujourd'hui, on nous appelle encore contrôleur de gestion, je ne le nie pas, mais on commence à avoir de nouvelles appellations pour nos métiers. D'accord. On devient des planificateurs. Ok. Donc, comme tu peux le comprendre, on n'est plus uniquement tourné vers le passé, comme ça avait pu être le cas, mais Ouais. on regarde de plus en plus vers l'avenir sur la performance future qu'on pourrait avoir. Et pour pouvoir le faire, pour avoir une meilleure anticipation, on a besoin de comprendre certains indicateurs, mais pas uniquement financiers, aussi des indicateurs opérationnels. Bien sûr. Et il faut pouvoir aussi les challenger avec les personnes qui sont concernées, avec les opérationnels directement. Donc, concrètement, tu vois qu'on s'est quand même bien rapproché des opérationnels vis-à-vis de ça. Oui, effectivement. Par contre, on reste en charge de traduire l'ensemble des décisions stratégiques qui sont prises par la direction en impact potentiel sur la performance. D'accord. Donc, on devient un acteur privilégié de la direction pour comprendre ces impacts. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un rapprochement spécifique d'un côté ou de l'autre. Ok. Je dirais juste qu'on a élargi notre champ de vision afin de tenir compte de l'ensemble des paramètres qui peuvent jouer sur la performance. Ok. Parfait. Magnifique. Maintenant, on va aborder un petit peu le profil type d'un contrôleur de gestion. À quoi ressemble aujourd'hui pour toi un bon contrôleur de gestion ? Est-ce que c'est plutôt des profils qui sont très analytiques, introvertis, où on voit apparaître d'autres types de personnalités ? Alors, est-ce que je suis le mieux placé pour pouvoir dire ce qu'est un bon contrôleur de gestion ? Bon, je vais essayer, mais bon. Globalement, je pense qu'il faut être assez pragmatique, dans le sens où il faut être capable de s'adapter à la fois aux situations, mais aussi à sa réflexion et à sa posture en fonction de nos interlocuteurs. D'accord. Il faut aussi avoir plutôt un bon esprit de déduction et une logique. Bien sûr. Parce que quand il y a un élément qu'on ne va pas comprendre, forcément, il va falloir remonter toute la chaîne pour bien essayer de trouver quel élément qui bloque. Et évidemment, si on a une logique, on n'aura pas besoin de connaître tous les termes, on n'aura pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants, mais au moins on aura pu remonter vers ce qui nous pose problème. Évidemment. Pour bien exercer ce métier aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir une bonne maîtrise des maillons de la chaîne de valeur de sa société. Il faut bien comprendre comment fonctionne son activité pour pouvoir ensuite essayer de proposer les solutions adaptées. Oui, j'imagine. Ça, c'est d'autant plus vrai quand on comprend les personnes qui travaillent autour de nous. C'est-à-dire que tous les opérationnels
qui sont dans la société ont un rôle clé à jouer. D'accord. Et à partir du moment où on sait qui fait quoi, on sait où aller chercher nos solutions. Oh, ok. Donc forcément, c'est un atout indéniable. Il est vrai qu'on emmagasine un maximum d'informations. Donc il faut être capable aussi d'encaisser toutes Bien ces sûr. informations. Et à la fois par des canaux très formels, mail, wiki, tout un tas d'outils qui nous permettent d'emmagasiner de l'info, mais aussi informels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations qui peuvent venir à la machine à café, qui peuvent aller quand on traîne dans les couloirs, on demande des nouvelles de quelqu'un et au final, bam, on se retrouve à parler d'un sujet qu'on avait en commun et tout de suite, on va se retrouver à avoir des activités liées à ces discussions un peu informelles. Donc c'est pour ça qu'un bon contact quand même avec ses collègues, c'est important. Il faut être assez bon vulgarisateur quand même aussi. Parce qu'on parle d'un sujet complexe, on parle d'aspect financier. Tout le monde n'est pas très sensible à la finance. Donc forcément, si on garde tout l'aspect technique, on va perdre les gens, ils ne vont pas nous écouter, on ne va pas avancer. Ouais, j'imagine. Donc il faut savoir expliquer les choses simplement. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Donc tu parlais de profil analytique, je pense que malheureusement c'est assez incontournable. Ouais. Parce que forcément, on travaille avec les chiffres au quotidien. Donc faire parler des chiffres, ça demande tout un tas de réflexions et d'analyses qui sont indispensables. Bien sûr. Et tu parlais du comportement, aspect introverti. Je dirais que ça dépend de chacun globalement. D'accord. Pourquoi ? Parce que une personne qui sera introvertie pourra très bien se débrouiller et pourra très bien avoir une très bonne analyse de la situation. Le seul aspect qui peut être un peu bloquant, c'est évidemment quand il va y avoir besoin d'aller chercher des informations auprès de collègues ou de faire remonter des informations en réunion. Il ne faut pas que ce soit bloquant non plus. Oui, mais ça n'empêche pas la personne de très bien faire son travail. Non, bien sûr. Okay. J'ai rencontré des personnes introverties qui étaient en contrôle de gestion et elles m'ont appris plein de choses. Donc vraiment, ça ne pose pas tellement de problèmes. Très bien. On parlait justement du profil analytique. Du coup, est-ce que d'après toi, c'est possible de réussir dans ce métier sans avoir justement ce profil un peu maths finance pur et dur ? Alors, je dirais que prérequis, il n'est pas obligatoire. Néanmoins, il faut s'y plier assez rapidement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les chiffres. Donc, si on n'aime pas les maths, ça va très mal se passer. Et finance, pour bien comprendre la partie budgétaire, il est quand même incontournable d'avoir des notions comptables. Bien sûr. Donc, si on n'est pas familier avec ça, c'est pas grave dans l'absolu. Par contre, il faut vraiment essayer de prendre le pli assez vite parce que sinon, on va vite être dépassé. Le plus important, c'est quand même d'avoir un esprit logique et de déduction. Parce que comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, on va chercher des erreurs en fait. Ouais. On va essayer de comprendre pourquoi le résultat qu'on a, soit il ne nous convient pas, parce que peut-être on a fait une erreur ou parce que voilà, on avait des a priori, soit il nous convient, mais il faut qu'on arrive à l'expliquer. Donc pour faire ça, on va, comme je disais, on va remonter la chaîne de valeur pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce résultat. Et la plupart du temps, on va en fait trouver des erreurs au milieu. Ouais, j'imagine. Et ça va modifier le résultat final et ça va arriver à un résultat un peu plus logique. Vraiment. Donc à partir du moment où on est logique, on peut mettre nos checks en place et faire nos vérifications. Ok, c'est vraiment la logique qui prime. Exactement. Et après, il faut bien être clair qu'on fait face à de nombreuses contraintes et à de nombreux problèmes. Ouais. Pour lesquels, la plupart du temps, trouver la solution, c'est difficile. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais il faut bien se dire qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Donc le but, c'est d'aller toujours être persévérant et d'aller chercher cette solution et ensuite, évidemment, de la proposer. Ouais, évidemment. Maintenant, je voudrais bien qu'on aborde la place de la stratégie de l'entreprise. Le contrôleur de gestion a-t-il encore cette image un petit peu de garde-fou budgétaire ou alors est-ce qu'il est vraiment devenu un acteur stratégique ? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce que c'est perçu par la direction et les équipes opérationnelles ? Alors franchement, cette question, elle est assez marrante parce que quand je suis arrivé dans la société dans laquelle je suis actuellement, je pense que j'ai été un peu vu comme un contrôleur fiscal. Les gens avaient peur de me parler, ils n'osaient pas, je sais pas, je passais pour vraiment le contrôleur fiscal. Au final, au fil du temps, je pense qu'ils ont compris que de toute façon, je n'allais pas les embêter sur leur travail au quotidien, spécifiquement pour les embêter. Si je le faisais, c'est parce que moi, j'en avais besoin et que ça allait les aider par la suite. Néanmoins, c'est cette vision, à partir du moment où tu as le mot contrôle quelque part, les gens ont peur. Oui, évidemment. Mais en réalité, cet aspect contrôle, vraiment sur la maîtrise absolue des coûts,
Cela dépend de la fonction que l'entreprise va octroyer au contrôleur de gestion. Ok. S'il est responsable des coûts, en effet, il sera perçu comme le garant des dépenses. Donc, forcément, on peut avoir cette espèce de petit frein. Mais la plupart du temps, maintenant, le contrôleur de gestion, il ne valide pas l'ensemble des dépenses d'une société. Oui. Ça peut arriver, Ouais. et c'est normal parce qu'on veut garder une maîtrise des coûts. Néanmoins, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est vraiment là pour participer à l'analyse de la performance. Et même si, en réalité, on va avoir besoin de suivre les coûts, on n'est pas là pour embêter les gens à dire « il ne faut pas que tu dépenses ça ». Mais on doit garder cette vision performance quand même. Et essayer d'inculquer ça à nos collègues. Aujourd'hui, vraiment, on est attendu sur l'analyse en particulier. La direction, je pense qu'elle verra le contrôleur de gestion comme un apporteur d'informations, un justificateur de décision. Oui. Là où un opérationnel, il devrait le voir plutôt comme un demandeur de remontée d'informations. D'accord, ok. Donc voilà, tu vois, on est au milieu entre ceux qui remontent l'information, nous on la traite, et ensuite on la remonte encore à la direction, sans essayer de déformer non plus ce qu'on nous a dit, tout en restant un maximum factuel. Ok. Et même si je pense que les opérationnels, par moments, ils peuvent nous voir comme des empêcheurs de tourner en rond, évidemment. Bien sûr. Quand il y a des choses qui sont en place, on veut toujours les améliorer. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais on essaye. Mais on est vraiment là plutôt pour apporter des solutions pour les aider. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où un contrôleur de gestion a fait bouger les lignes d'un projet ou d'une organisation grâce à son analyse? Ça peut être un exemple à toi ou un truc que tu as déjà entendu parler. Alors, moi, personnellement, je dirais... Non, j'étais pas impacté, mais il y a quelque chose qui me vient en tête quand tu m'as dit ça. Dans des précédentes expériences, on avait un projet de fermeture de site. Et donc, j'ai pas participé spécifiquement au projet, mais j'accompagnais quand même les autres contrôleurs de gestion sur certains sujets. Et je me rendais compte quand même que vraiment, leurs analyses avaient eu un vrai poids sur la prise de décision finale. Comment ? C'est-à-dire que le projet, c'était donc ces fermetures de sites. La direction, elle part avec les a priori assez classiques. On va tout fermer maintenant, ça va plus rien nous coûter, c'est terminé. Ouais. Faut bien comprendre que finalement, quand tu rentres dans le détail, ça marche pas comme ça. Et là où les contrôleurs de gestion, ils ont été assez bons, c'est qu'ils ont montré les impacts de différents scénarios. En disant, si on ferme tout de suite, ça nous coûte tant. Si on ferme plus tard, ça nous coûte tant. Mais par contre, ça veut dire qu'on aura occupé des locaux, pas vides, qu'on aura utilisé, et ainsi de suite. Et si on ferme encore plus tard, ça nous laisse le temps de faire les travaux, de déplacer les gens, de prendre tout un tas de processus opérationnels au milieu qui ont été assez convaincants finalement, puisque la direction s'est dit « Ah bah non, on va pas fermer tout de suite finalement, on va prendre le temps de optimiser au maximum ce projet. » Et le but, c'était pas de réduire au maximum les coûts, mais vraiment d'optimiser. Parce que nous, on est là pour ça. On n'est pas là pour qu'il y ait aucun coût. Oui. C'est pas possible. Ta société, si elle a 0 coût, elle ne fonctionne pas. Ou alors, on parle de cas très particuliers et dont j'ai pas connaissance. Mais une société qui ne fait que de l'argent sans rien dépenser, ça n'existe pas. Ah bah oui. Donc forcément, ce que tu veux, c'est optimiser, c'est dépenser ce qu'il faut pour que tu aies le meilleur résultat. Bien sûr. Et c'est en ça que je pense on nous attend. C'est de dire, c'est ce niveau-là qu'il faut pour qu'on ait le meilleur résultat. Ok, c'est génial. Bien joué à eux. On va parler un petit peu des compétences techniques et humaines à développer chez les contrôleurs de gestion. Aujourd'hui, quelles sont les compétences techniques justement incontournables à maîtriser dans ce métier ? On parle d'Excel, de BI, ERP, des outils DataVise, SQL et tout. Par quoi faut-il absolument passer ? Alors, si on parle d'outils, évidemment, le premier, incontournable, je peux commencer que par lui, Excel. On ne peut rien faire d'autre. Alors, je dis Excel, mais ça peut être n'importe quel tableur. Il y a d'autres qui font très bien. Mais Excel, c'est quand même l'incontournable. De toute façon, tu vas le retrouver dans toutes les sociétés globalement. Sauf quelques réfractaires. Donc, forcément, on va y revenir. On y revient quoi qu'il arrive. Même si tu as les autres outils que tu as cités, Excel, tu y reviens quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, on ne te demande pas d'avoir de toute façon un niveau absolument expert sur Excel. Il faut avoir un niveau minimum avancé pour que tu puisses automatiser un maximum en fait, ton Excel, pour que tes tâches répétitives, tu les fasses rapidement et que tu passes du temps sur l'analyse. D'accord. Excel, il présente certaines limites, comme tous les autres outils, mais malheureusement, c'est un outil très utilisé, mais qui a certaines limites.
C'est pour ça qu'on voit émerger tout un tas de nouveautés. Les business intelligence, les data visualisation, qui deviennent eux aussi un peu incontournables, mais qui ne sont pas encore tout à fait généralisés. D'accord. Parce que, pour deux principales raisons, je dirais. Parce que ça demande du temps à intégrer, donc de l'énergie, et ça a un certain coût. D'accord. Évidemment, comme on est dans la maîtrise des coûts, il faut réussir à convaincre de l'intérêt. Mais une fois que tu les as, quand même, c'est très intéressant dans le sens où ça a une puissance de calcul qui est supérieure à Excel. Bien sûr. Et ça a une logistique intellectuelle qui est différente et très intéressante. D'accord. Est-ce que c'est le genre de logiciel qui est adapté à n'importe quelle entreprise ou à justement plutôt des grosses entreprises qui ont beaucoup de données Alors évidemment, si tu cherches à avoir une business intelligence, il faut que tu traites quand même des données en masse. Ouais. Si tu traites 4 ventes dans le mois, il n'y a pas de grand intérêt d'avoir Bien sûr. ce genre d'outil. Néanmoins, peu importe la taille de ta société, si tu as ça, c'est que tu as un besoin d'analyse de data. D'accord. Et c'est ce qui répond aujourd'hui le mieux à ce besoin. Ok. Néanmoins, une nouvelle fois, ça demande du temps. Oui. C'est le plus important. Le coût, malheureusement, il est toujours là, mais le temps et l'énergie nécessaires à ces outils, il n'est pas négligeable. Et il n'est surtout pas à négliger. Alors, tu parlais aussi d'SQL. SQL, donc c'est un langage informatique. C'est vraiment le petit bonus. Tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau du contrôleur de gestion, dans le sens où s'il a ces compétences-là, il va être très autonome sur ses analyses. D'accord. Dans le sens où il va pouvoir extraire ses données, les transformer et les analyser comme il l'entend. Ok, donc oui. Alors que ceux qui n'ont pas SQL, ils vont avoir un peu plus de difficultés pour extraire les données. D'accord. Mais ça, c'est pas spécialement bloquant si tu as un service informatique à côté de toi qui est là pour t'aider. Quelqu'un qui peut, ouais. Le plus important à maîtriser, en fait, c'est plutôt les bases de données. D'accord. Être très clair sur tes bases. Si tu connais tes bases et tes datas, en fait, tu sais où tu vas pouvoir piocher tes données et où tu vas pouvoir faire tes analyses. Ok. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Effectivement. Donc, en résumé, je dirais que tous ces outils ils sont géniaux. Hein. Pour faire notre métier, Excel, c'est indispensable. Les BI, c'est ce qui va nous aider à aller plus vite. Faut juste pas négliger les impacts que ça peut avoir. Et ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on va tous être concernés à un moment donné par toutes ces évolutions. Bien sûr. Entre ceux qui vont arriver sur le marché, sur des entreprises qui ont déjà ces outils, ils devront s'adapter. Oui. Et ceux qui vont arriver sur des entreprises qui vont vouloir faire leur transformation, où ils vont devoir les intégrer. Et honnêtement, ça demande tout un tas de compétences qui sont recherchées aujourd'hui dans les recrutements. Hein. D'accord, ok. Bah, c'est un point supplémentaire justement pour ceux qui cherchent à devenir des contrôleurs de gestion. Et au niveau des soft skills, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on attend d'un contrôleur de gestion moderne, tu vois ? Vraiment, que ce soit au niveau de la communication, de la pédagogie, un esprit critique, une capacité à convaincre, tu vois, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un contrôleur ? Alors, faut pas s'attendre à ce que le contrôleur de gestion soit un présentateur télé ou un influenceur. Il n'y a pas besoin. Par contre, c'est sûr qu'il faut quand même maîtriser un petit peu sa communication. Dans le sens où il faut aller sur les éléments importants et passer les bons messages. Il faut bien comprendre que nos interlocuteurs en entreprise, ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont jamais le temps. Donc forcément, il faut que tu sois très clair sur les messages que tu veux passer. Ils peuvent être très gentils, ils peuvent quand même essayer de t'aider, mais concrètement, tu n'es pas là pour leur faire perdre du temps, bien au contraire. Tu es un optimisateur, il ne faut pas l'oublier. Et optimiser, c'est à la fois de l'argent, mais c'est aussi énormément du temps. Évidemment, cette communication, elle sera liée au fait, comme je te disais tout à l'heure, de la vulgarisation. Il faut savoir expliquer les choses simplement pour pouvoir passer les messages clés. Il faut savoir rester objectif. Parce qu'on parle de chiffres, il faut rester un maximum factuel dans ce que tu dis. Parce que si tu orientes trop la décision, tu vas créer un biais. Et nous, on n'est pas là pour créer des biais. On n'est pas là pour convaincre. Tu disais convaincre. Ouais. On n'est pas là pour convaincre. D'accord. On est là pour démontrer, pour expliquer. A plus B pour prouver. Ça, malheureusement, on en revient à nos maths, tu vois. Ouais. Donc, oui. On est là vraiment pour démontrer, pour expliquer un résultat, que ce soit passé ou futur. Okay. Pour dire, voilà, si on prend cette décision, ça donne ça. Cette décision, on l'a prise à tel moment, ça a donné ça. D'accord. Et évidemment, après, on peut proposer tout un tas de solutions. Mais à la fin, c'est rare que le contrôleur de gestion il soit seul décisionnaire là-dedans. Oui, non, j'imagine. Donc forcément, il faut juste apporter un point de vue objectif pour que la décision elle puisse être prise rapidement, mais surtout objectivement. D'accord. Il faut rester concentré sur l'objectif final qui est toujours la même chose, la performance de ta société. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune,
pour une personne en reconversion qui voudrait justement se lancer dans cette voie? Par quoi commencer? Quelle posture adopter? Ouais, alors je pense être encore un petit peu jeune. Néanmoins, oui, j'en suis passé par là, j'ai un petit peu d'expérience maintenant. Donc si je peux me permettre de donner un conseil, c'est avant même de se lancer, dans un cursus lié au contrôle de gestion, il faut bien se demander, est-ce qu'on aime comprendre? Ouais. Est-ce qu'on aime comprendre comment fonctionne une société, comment son business fonctionne? Parce que si le but, c'est uniquement de faire des tâches répétitives, et honnêtement, il y a des sociétés qui le proposent en contrôle de gestion, c'est pas un problème. Moi, ça m'a vite frustré, ça m'a embêté. Donc, je suis parti pour aller vers quelque chose où j'ai tout à découvrir, tout à comprendre. Oh, c'est génial. Il faut être assez curieux pour découvrir le moindre recoin de ta société qui peut être un trésor, vraiment. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre des processus qui existent déjà, tu vas essayer de les améliorer, mais tu vas au moins apprendre de ce qui se fait déjà. Ouais. Et ça va t'enrichir personnellement et énormément. Une fois que tu es lancé, concrètement, il y a une chose en fait, que j'ai appris à maîtriser au fil du temps, c'est on a le droit de se tromper. On va faire des Bien erreurs. sûr. Quand tu commences, tu vas faire que des erreurs d'ailleurs. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais tu auras essayé, tu te seras lancé. Et ces erreurs, il faut apprendre de ces erreurs pour les corriger. Donc, une fois que tu t'es lancé, que tu t'es trompé 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors j'espère que tu t'es pas trompé 3 fois sur le même sujet, parce que là, ça risque d'être embêtant. Mais une fois que tu t'es trompé plusieurs fois, tu verras que tu corriges au fur et à mesure. Et c'est l'expérience qui t'aide à corriger ces éléments-là. Les gens, ils sont globalement bienveillants si tu admets tes erreurs et que tu dis, honnêtement, navré, je me suis trompé la dernière fois, ça apporte cette correction et ça a cet impact. Mais il faut être assez franc. Quand tu détectes une erreur, faut pas essayer de la cacher. C'est une très mauvaise idée. Oui, de toute façon, quelqu'un finira par la trouver dans tous les cas. Exactement. C'est très contre-intuitif de se dire j'ai fait une erreur, je la montre pas et ça va bien se passer. Ça marche pas comme ça. Et dernier conseil, et ça je l'ai appris un peu avec le temps et c'était très intéressant, je me permets de le donner et puis après vous en faites ce que vous voulez. Considérez que les personnes les plus importantes de votre société, ce sont les assistants et assistantes de direction. Moi, combien de fois j'ai été sauvé parce que je m'entendais bien avec mes chères assistantes de direction pour avoir un rendez-vous, pour qu'elles me passent une info que j'avais oublié de demander. N'hésitez pas à aller les voir, c'est des gens super généralement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Gwenaël pour ce tour d'horizon à la fois technique, humain et tout autour du métier du contrôleur de gestion. Ce qu'on retient, c'est que ce rôle est en pleine transformation, plus stratégique, plus transversal, plus digital, mais aussi plus humain et collaboratif, bien évidemment. Pour ceux qui aiment les chiffres autant que l'impact, ce métier offre de belles perspectives. On se retrouve très bientôt dans les Voies de l'alternance pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast autour de vous. Merci beaucoup.